Bonjour à tous, maintenant que vous savez construire votre tableau des soldes, nous allons apprendre la signification des différents soldes intermédiaires de gestion qui figurent dans le tableau. Le premier solde qui apparaît dans un tableau des soldes, c'est la marge commerciale. La marge commerciale se calcule en faisant la différence entre les ventes de marchandises et le coût d'achat des marchandises vendues. Lui-même est obtenu en faisant l'addition des achats de marchandises et de la variation de stock de marchandises. C'est un solde en fait qui s'adresse aux entreprises commerciales, c'est-à-dire les entreprises qui ont une activité de négoce. Elles achètent et elles revendent des marchandises en l'état sans les avoir transformées. Donc c'est particulièrement important d'avoir cet indicateur, notamment dans le secteur de la grande distribution. De fait, les entreprises qui ont une activité exclusivement industrielle ou de service auront donc une marge commerciale qui sera nulle, et ce n'est pas pour autant que vous direz que l'analyse est mauvaise. Non, c'est juste qu'il n'y a pas d'activité commerciale, et ça arrive dans certaines entreprises. Pour analyser votre indicateur de marge commerciale, vous allez surtout regarder son évolution sur plusieurs années. Donc c'est le taux de croissance de la marge commerciale qui vous intéresse plus que le montant de la marge commerciale. Pour analyser plus précisément cette évolution, vous allez comparer le taux de croissance de la marge commerciale avec le taux de croissance des ventes de marchandises. Logiquement, si les ventes de marchandises augmentent de 10%, alors cela veut dire que la marge commerciale devrait elle aussi augmenter de 10%. Si elle augmente de moins de 10%, cela veut dire que le coût d'achat a alors progressé plus vite que les ventes. Et ça, c'est un problème. Ça montre qu'en fait, on a mal maîtrisé nos achats. Inversement, si vous avez un taux de croissance de la marge commerciale qui est plus important que le taux de croissance des ventes, ça veut dire au contraire que vous avez bien maîtrisé vos achats. Ce type de raisonnement marche aussi à la baisse. Ensuite, il faudra, si vous le pouvez, comparer la marge commerciale avec les entreprises du même secteur d'activité. Et cette comparaison se fait généralement en calculant un taux de marge commerciale que l'on verra dans le prochain chapitre, puisque je vous présenterai toute la batterie de ratios que l'on peut calculer autour du tableau des soldes. Par exemple, on va analyser l'évolution de la marge commerciale de l'entreprise suivante. Donc je vous donne les ventes de marchandises, le coût d'achat des marchandises vendues. Je vais vous demander de me calculer la marge commerciale et également le taux de croissance des ventes, le taux de croissance du coût d'achat et le taux de croissance de la marge commerciale. Je vous laisse faire pause et faire vos calculs. Dans le cas présent, on se rend compte que la marge commerciale a progressé, elle est passée de 50 à 65. Donc on se dit chouette, la marge commerciale a progressé. Mais si vous regardez bien, quand vous comparez le taux de croissance de la marge avec le taux de croissance des ventes, la marge commerciale a progressé de 30%, alors même que les ventes ont progressé de 50%. Si la marge a progressé moins vite que les ventes, c'est qu'il y a un problème au niveau du coût d'achat. Et quand vous regardez le taux de croissance du coût d'achat, vous voyez le problème, c'est qu'ici, le coût d'achat a progressé bien plus vite que le taux de croissance des ventes, ce qui veut dire que l'entreprise a mal maîtrisé ses achats. En fait, elle a vendu plus, mais ce qu'elle a vendu, ça lui a coûté comparativement plus cher que l'année dernière. Et donc en fait, quand on regarde la marge commerciale, on se dit elle a progressé, mais quand vous allez calculer votre taux de marge, vous allez voir qu'en fait la performance de l'entreprise, performance commerciale de l'entreprise est en retrait. Pardon. On va donc noter le commentaire suivant. Dans l'exemple, la marge commerciale a progressé de 30% entre N-1 et N, mais moins rapidement que les ventes de marchandises, qui elles ont progressé de 50%. La progression trop rapide du coût d'achat des marchandises vendues est donc inquiétante. Je vous laisse maintenant calculer ce qu'on appelle le taux de marge commerciale, qui va permettre de mesurer de façon plus synthétique l'efficacité de la fonction commerciale. Pour cela, vous faites le rapport entre la marge commerciale et les ventes de marchandises. Faites pause et faites votre calcul. Vous avez dû trouver un taux de marge commerciale de 50% en N-1 et de 43,3% en N. Ce qui veut dire que ce taux de marge s'est dégradé. Il a baissé de 6,7 points. Je vous rappelle que quand il y a une variation entre deux pourcentages, on ne dit pas qu'il a baissé de 6,7%, mais de 6,7 points. Donc ça montre bien ici, quand vous regardez votre premier tableau, vous avez l'impression que la marge augmente, et c'est vrai, elle augmente en valeur, mais pour autant, l'efficacité de la fonction commerciale est moins bonne que l'année dernière. On passe maintenant au solde suivant qui correspond à la production de l'exercice. La production de l'exercice, c'est l'addition de la production vendue, autrement dit la somme des ventes de produits finis et des ventes de prestations de services, plus la production stockée qui peut être soit positive soit négative, c'est pour ça que c'est marqué plus production stockée ou déstockage de production, et dans ce cas-là, ça vient en soustraction, plus la production immobilisée qui, je vous le rappelle, correspond
à des immobilisations que l'entreprise se livre à elle-même. Donc ce solde concerne évidemment les entreprises qui réalisent soit une activité industrielle, soit une activité de prestation de services. On dit qu'ils cumulent les productions quelle que soit leur destination, que la production soit destinée à être vendue, à être stockée ou à être immobilisée pour le cas des livraisons à soi-même. Alors c'est un indicateur que l'on peut toutefois critiquer dans la mesure où il est hétérogène. En effet, la production vendue, pour la trouver, en fait, on fait la quantité vendue fois le prix de vente du marché. Alors que la production stockée et la production immobilisée, ce sont des éléments qui sont évalués au coût de production. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on peut le critiquer, parce qu'on n'évalue pas ces éléments selon la même référence. C'est un indicateur qui, toutefois, sert de référence pour ces entreprises industrielles et de services. Le solde suivant correspond à la valeur ajoutée, et c'est le premier solde qui est calculé en cascade. Pour l'obtenir, vous devez additionner votre production de l'exercice, plus votre marge commerciale, moins vos consommations de l'exercice en provenance des tiers, qui se calculent en additionnant les achats d'approvisionnement, donc les matières premières, les approvisionnements, la variation de stock qui y correspond, et les charges externes de l'entreprise. Cette valeur ajoutée, vous avez dû apprendre en économie qu'elle mesure la richesse créée par l'entreprise au cours du processus de production, et elle mesure également sa contribution à l'économie du pays. En effet, au niveau macroéconomique, si vous faites référence à vos cours de comptabilité nationale, quand on additionne toutes les valeurs ajoutées des entreprises qui sont basées sur le territoire national, on obtient le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Le taux de croissance du PIB, c'est ce qui mesure la croissance économique dans un pays. On fait un petit peu d'économie en même temps que de la compta. La particularité de la valeur ajoutée, c'est qu'elle constitue de fait un bon estimateur du poids économique de l'entreprise. En fait, c'est un critère de taille qui est plus pertinent que le chiffre d'affaires pour pouvoir comparer les entreprises. Pour vous illustrer ça, je vais vous mettre un exemple sur la diapo suivante. Considérons deux entreprises qui sont spécialisées dans la vente de chaises en bois. On considère que ces deux entreprises ont exactement le même chiffre d'affaires, elles vendent exactement le même modèle de chaise, mais l'une des deux a une valeur ajoutée qui est 2 fois supérieure à la première. Alors à votre avis, comment est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous avez des idées ? Comment expliquer que deux entreprises qui vendent exactement les mêmes chaises, la même quantité de chaises, le même chiffre d'affaires, ne réalisent pas la même valeur ajoutée ? Eh bien en fait, vous avez une entreprise qui est commerciale, elle achète ses chaises et elle les revend, alors que l'autre a une activité industrielle. Elle achète des matières premières, elle va apporter de la valeur ajoutée à ces matières premières parce qu'elle va les transformer en chaises qu'elle va ensuite commercialiser. Donc celle qui est commerciale crée peu de valeur ajoutée, celle qui est industrielle crée plus de valeur ajoutée. Pour que l'entreprise industrielle crée encore plus de valeur ajoutée qu'elle ne le faisait dans la diapositive précédente, on peut imaginer qu'en fait elle achète carrément l'exploitation de bambou. Ça va lui permettre de maîtriser ses approvisionnements et donc ça montre en fait qu'elle va avoir une taille encore plus importante parce qu'elle va prendre son exploitation de bambou, elle va du coup transformer ce bambou en matière première pour fabriquer ses chaises et donc elle va avoir une taille encore plus importante. Donc là en fait ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait ce qu'on appelle de l'intégration verticale, c'est qu'elle a intégré en amont son fournisseur de matières premières. Comme ça elle maîtrise ses approvisionnements. On peut imaginer une entreprise d'une taille encore supérieure. Je vous ai parlé d'intégration verticale en amont où elle a acheté son exploitation de bambou, mais en aval, elle peut également maîtriser la distribution de ses produits en créant sa propre chaîne de distribution de magasins. Donc en fait, la valeur ajoutée va permettre de mesurer la richesse créée par l'entreprise et son degré d'intégration verticale. Plus elle aura intégré les phases du processus de production en amont ou en aval, plus elle aura une valeur ajoutée importante. C'est pour ça que la valeur ajoutée est un meilleur indicateur que le chiffre d'affaires, puisque je vous le rappelle que dans mon exemple, les deux entreprises avaient le même chiffre d'affaires, donc on aurait pu penser qu'elles avaient la même taille, mais manifestement l'entreprise industrielle a une taille bien supérieure. On peut donc noter ici, il s'agit d'un critère de taille plus pertinent que le chiffre d'affaires pour comparer les entreprises, car cet indicateur permet de mesurer le degré d'intégration verticale de l'entreprise. Je vous ai expliqué ce que signifie le degré d'intégration verticale en dessous. Plus elle réalise des stades dans le processus de production, plus sa taille sera importante, plus sa valeur ajoutée sera forte, et inversement. Par exemple, si l'entreprise a recours à de la sous-traitance à certains stades de la production,
eh bien cela a pour conséquence d'augmenter les consommations externes et donc de réduire la valeur ajoutée de l'entreprise. Alors comment on fait maintenant pour analyser la valeur ajoutée au niveau du tableau des soldes? En fait, on se réfère plutôt à la notion économique de valeur ajoutée. Normalement, la valeur ajoutée, c'est chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. Donc en fait, on va regarder le taux de croissance de la valeur ajoutée et on va le comparer au niveau du taux de croissance du chiffre d'affaires. Si le taux de croissance de la valeur ajoutée progresse dans les mêmes proportions que le chiffre d'affaires, ça voudra dire que l'entreprise maîtrise bien ses consommations intermédiaires, donc parmi lesquelles il y a déjà les achats de marchandises qu'on avait déjà analysés, mais également les achats de matières premières. Inversement, si la valeur ajoutée progresse moins vite que le chiffre d'affaires, cela provient souvent d'une mauvaise maîtrise des consommations intermédiaires et on regardera de fait le taux de croissance de ces consommations pour appuyer notre raisonnement. Il est à noter que cette valeur ajoutée sera partagée entre différents bénéficiaires, ce que l'on mesurera avec des ratios complémentaires qu'on étudiera dans la partie suivante.